Bonjour à tous, donc troisième épisode forcément sur la guerre de sécession. Alors on avait vu les deux dernières fois des passages du livre de Vincent Bernard, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865, donc c'était le livre d'histoire. Maintenant on passe au... donc c'est un Français qui a écrit ça, et on passe à un roman écrit par une Américaine. Alors, c'est pas autant en emporte le vent, parce que c'est quand même très connu, et puis c'est une vision ancienne de cette guerre. Donc c'était intéressant, je pense, de voir un livre beaucoup plus récent. Alors, il est beaucoup plus récent, parce qu'il a été publié, je crois, en 2021 aux États-Unis. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 2021 aux États-Unis. Hein. Et 2022 ici en France, hein, et bien traduit, hein, c'est agréable à lire. Donc je vous encourage à acheter ce genre de livre, hein, bien que ce soit la littérature américaine et non point française. Mais bon, il y a de très bons auteurs aux États-Unis aussi. Hein. Donc voilà, donc je vais vous lire la page qui est écrite par l'éditeur. Martha Hall Kelly, c'est l'autrice. Le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Hein, voilà, donc c'était publié. Là, c'est en pocket, hein, c'est en poche, quoi. Hein. Voilà, je sais pas. C'est chez Charleston que c'était édité en ouvrage un peu plus important. Donc, aux États-Unis, printemps 1861, en pleine guerre de sécession, à New York, Georgiana Wolsey va à l'encontre de toutes les attentes de la société mondaine et s'engage comme infirmière sur les champs de bataille. Bon, ça on l'a déjà vu dans d'autres livres, hein, mais bon, c'est un peu logique pour la guerre. Gemma, jeune esclave d'une propriété du Maryland, se retrouve face à un choix cruel, saisir l'occasion inespérée de s'échapper ou demeurer auprès de siens. Quant à Anne May, qui mène d'une main de fer la plantation familiale depuis que les hommes ont rejoint les troupes confédérées, son ambition dévorante ne tarde pas à l'exposer à un terrible sort. Hein, donc on a l'impression de retourner, là pour le coup, dans Autant en emporte le vent. En ces temps troubles où chacun joue sa liberté dans un pays sur le point de s'effondrer, ces trois femmes vont décider de défier les règles que le monde leur impose. Donc c'est centré sur trois femmes, alors que dans Autant en emporte le vent, c'était centré sur une seule femme. Voilà, et puis quelques hommes. Donc je vous ai choisi des épisodes. Donc page 11, la famille Wolsey. Page 11. Page 11, page 11. Page 11. C'est de 11 à 15, ça. Alors, mère, ma sœur Georgie et moi étions venus passer deux jours en Caroline du Sud à l'invitation du pasteur Cox de l'église africaine libre. La veille au matin, nous avions fait notre journée quotidienne dans les rues bordées de vastes demeures et de palmiers, à l'atmosphère si douce et raffinée, déposant les cartes de visite en papier cru de mer. Madame Charles Wolsey, 8 Brevoort Place, New York, sur les plateaux en argent. Je dois reconnaître que rien de désagréable n'attira notre attention, mais chaque visage noir croisé dans la rue où nous accueillons si gentiment à la porte nous rappelait que l'esclavage était solidement implanté ici et renforçait notre résolution à poursuivre le combat. Alors que nous rentrions à pied de la messe dominicale, le lilas des Indes embaumait l'air. Une charrette arriva à notre hauteur, conduite par un garçon vêtu d'une chemise blanche propre et d'un pantalon grossier. Sa roue arrière, en mauvais état, cognait à chaque rotation et le ralentissait au point qu'il avançait à peine plus vite que nous. « Nous sommes un peu perdus, cria mère au garçon. « Peux-tu nous indiquer la direction de l'hôtel Charleston ?»« C'est par là que je vais, madame. Je vous montrerai. » Son accent du sud me le rendit sympathique. Un brave garçon, la peau laiteuse, une douzaine d'années, les cheveux jaunes et étincelants au soleil. Il me fit penser à mes deux petits
petite tête blonde laissée à l'hôtel avec notre amie Madame Walcock. Elle devait guetter mon retour sur le pas de la porte. Nous avions beau nous être absentés 2 heures à peine, et moi aussi, elle me manquait. Où habites-tu demanda mère au garçon. Ici et là. Il tourna le visage vers le soleil. Et vous? Vous avez l'accent de la Virginie. Mère sourit, ravie comme toujours qu'on reconnaisse son accent d'origine. Tu as raison, je suis parti enfant, mais j'ai dû en garder une trace. Maintenant, j'habite à New York. C'est le pasteur Cox de l'église africaine qui nous a invités ici. Tu le connais? Non, madame. Nous continuions à avancer sans autre bruit que celui de la roue cassée. Nous venons d'assister à une merveilleuse célébration de l'Eucharistie, reprit Mère, avec plus de 300 fidèles. Je parie qu'il n'y avait pas d'autres blancs que vous, dit-il avec un sourire. Oui, mais nous avons reçu un accueil très chaleureux. Avant, Mam traînait à l'église pour tous les dimanches, mais elle est morte maintenant. Le garçon prit un quignon de pain dans une gamelle en fer blanc à ses pieds, mordit dedans et glissa le reste dans la toile goudronnée. « Tu vas à l'école » l'interrogea Mère. « Non, madame. Aucune ne voudrait que de quelqu'un comme moi. »« Ça j'en doute, » dit Grégory. Mon attention fut attirée par le plateau à l'arrière de la charrette. Je crus voir un léger mouvement sur la bâche. « Où vas-tu » lui demandai-je. Il indiquait un bâtiment blanc un peu plus loin devant nous. Au marché, comme tous les dimanches, je fais ma journée de samedi comme ça. Le lendemain, ma marchandise est fraîche. Tes journées où? Un peu partout, madame. Les clients habituels de pas, c'est rare que je revienne à vide. Le garçon se dirigea vers un bâtiment blanc avec de hautes grilles noires à l'entrée surmontée du mot « marché » écrit en lettres dorées étincelantes. L'endroit était massif. Un drapeau écarlate battait au vent. Le garçon indiqua un toit plus loin. « Votre hôtel est là-bas. Continuez encore un peu, puis tournez à droite. » Tu nous as bien aidés, le remercia Mère. Le garçon s'avança encore, et un homme robuste à la barbe rousse ouvrit grand les bâtons de la grille en fer, une canne en bambou à la main. « Eh mon garçon !» s'exclama-t-il en l'abattant sur les montants en bois de la charrette. « Tu es censé entrer par la porte de derrière, pas par l'entrée principale, bon sang. » Pas besoin de moi à la maison. Le garçon se retourna sur son siège et arracha la bâche pour dévoiler 3 enfants noirs d'âge divers, juste vêtus d'une couche en tissu des plus grossiers. La plus grande, une fillette de peut-être 9 mois, s'accrocha au rebord de la carriole et se dressa sur ses jambes. « Mon Dieu !» m'écriai-je. L'enfant me tendit les bras dans le langage universel des tout-petits qui n'est qu'amour et bonté. Je la tirai hors de la charrette et la serrai contre moi, inspirant son odeur divine de bébé, mélange de lait, savon et innocence. Elle avait été très aimée de quelqu'un. 2 nourrissons étaient couchés sur les planches rudimentaires. L'un d'eux ne devait avoir que quelques jours. Le garçon tendit une feuille pliée au gardien. « Où sont leurs mères » demandai-je, profondément secoué. « Ils n'ont même pas une couverture à se partager. Quand les a-t-on nourris pour la dernière fois ?» Le gardien lut la feuille et s'approcha de la carriole. « Que des filles. On attendait un garçon. Voyez-vous ça pas ?» Le gardien se pencha sur la charrette et souleva les 2 nourrissons. « Celui-là est un avorton. » Le garçon haussa les épaules. Je ne fais que charger ce qu'on me dit de charger. La grande n'a pas arrêté de couiner pendant tout le chemin. Je resserrai mon étreinte sur la fillette. Il appuya la tête contre mon épaule avec la plus grande tendresse. Le gardien donna au garçon une liasse de billets qu'il fourra dans une poche avant de secouer les rênes pour redémarrer. L'homme fonça sur moi. « J'ai pas de temps à perdre à parlementer avec des femmes. Donnez-moi ça. »« Pas question, monsieur, » m'exclamai-je en reculant d'un pas. « Vous venez du Nord. Que des emmerdeuses. Vous avez 100 $ pour l'acheter? Je peux vous écrire immédiatement une reconnaissance de dette. » L'homme profita du geste que je fis pour attraper mon sac à main, m'arracher la fillette.
Elle poussa des cris déchirants, les bras tendus vers moi, mais le gardien la passa à un autre acolyte, répugnant, qui l'empoigna sans ménagement et l'emporta. Il nous claqua la grille au nez quand il vit que nous tentions de la suivre. « Les ventes sont interdites aux dames, nous cria-t-il. On ne fait pas dans la dentelle ici. Pas un spectacle pour les âmes sensibles. Sur ces mots, il s'éloigna dans la foule. Voilà, c'est pour donner l'ambiance du Sud à cette époque. Ensuite, New York, juin 1861. Alors là, avant, c'était la Caroline en 1859, et là, on passe à New York en juin 1861, le début de la guerre. Alors, page 67. Page 67. 67. La guerre débuta pour de bon ce printemps-là. New York se mobilisa et des régiments arrivaient tous les jours en route pour Washington. Dès juin, notre maison vivait au rythme des préparatifs, jour et nuit, et à l'exception de pratiquement toute autre activité. Elle était devenue le QG de tous ceux qui luttaient pour mettre un terme à l'esclavage et préserver l'Union. La première escarmouche entre les troupes du Nord et du Sud venait de se terminer dans l'ouest de la Virginie par une victoire du Nord. Et les supporters de l'Union jubilaient d'optimisme. Un matin, alors que j'essayais de m'occuper pour cesser de me demander ce que l'on enverrait pour mon premier poste d'infirmière, j'appelais Margaret et la priais de m'aider à préparer une énorme quantité de sandwichs au jambon et les emballer dans du papier journal pour les troupes en partance. À force de faire de la charpie, l'air du salon s'était rempli de peluches, et seuls les pans de mousseline que l'on déchirait troublaient le silence. Mère, mes sœurs, Hattie et Carrie et moi nous acquittions de nos différentes tâches en attendant l'arrivée de notre sœur Elisa, qui venait de Tioronda, sa résidence dans le nord de l'État de New York. Seule l'idée du grand bal de charité au profit des soldats ce soir-là, à l'hôtel Brevoort, nous gardait de bonne humeur. Chacune avait sa place dans la pièce. Nous portions nos robes sans cerceau, de simples crinolines peu encombrantes. Mère était assise au milieu du salon, devant sa presse à charpie et enrouleur de bandes, bloquée par des étaux à la robuste petite table d'acajou que son oncle l'amiral Newton avait fait construire à bord de son vaisseau amiral, le Pensacola, 50 ans plus tôt. Nous nous préparons pour le bal qu'une fois que nous aurons chacune rempli un carton de bandes et de chaussettes, nous annonça-t-elle. Ce qui était jadis notre salon de réception avec ses canapés bourrés de crins de cheval était désormais encombré de piles de boîtes pleines d'ouvrages réalisés par des femmes nécessiteuses formées à la couture à la maison de l'industrie pour subvenir à leurs besoins. Ces boîtes débordaient d'articles destinés à nos troupes, chemises, culottes, chaussettes, mouchoirs, hautes colognes et livres. Notre petit bâtard blanc Picot, que Marie avait dû laisser à contre-cœur à mère quand elle s'était mariée avec Robert Holland, trônait au sommet d'une pile de sous-vêtements en laine et se léchait une patte. Picot avait un don pour la musique. Il accompagnait souvent Elisa au piano. Et comme tout mâle entouré d'un grand nombre de femmes, il acceptait toute cette agitation avec un grand stoïcisme. « Faut-il vraiment en réduire tous les draps en charpie ?» demandai-je. « En avons-nous vraiment besoin quand une couverture suffirait ?» répliqua mère, sans lever les yeux de sa presse. Bon, voilà. Alors, ensuite, Washington, juillet 1861, Georgie et Elisa Wolsey. Alors, c'est page 122. Page 122, c'est page 122. Oh, 122. 122. D'accord. À notre arrivée à Washington, on devait commencer notre carrière d'infirmière. Je m'installais avec Elisa et à Ebbitt House,
Pension de famille commode avec un restaurant. C'était le lieu favori des journalistes de la ville. Washington, enfin, cette ville célèbre, s'exclama-t-elle à la descente de la calèche, les yeux levés vers la large façade blanche. Célèbre pour la poussière. Je descendis à mon tour pour superviser le déchargement de nos vieilles malles. La mère devait bientôt nous en envoyer d'autres. Nous prîmes rapidement nos marques. Dehors, un vent chaud soufflait dans F Street. Des mouches nous harcelaient, noircissaient les nappes des tables de l'hôtel et se glissaient dans nos bouches pendant que nous dînions. La guerre, qui, selon tout le monde, entraînerait une défaite rapide pour le Sud, se poursuivait. 3 jours s'étaient déjà écoulés. Les défaites subies par l'armée américaine à Big Bethel et à Bull Run, où Joe Holland et Frank Bacon avaient tous deux combattu, firent chuter le moral de l'Union. Nous prîmes deuil quand notre cousin Theodore Waltrop, l'ami chéri d'Abbé, fut le premier gradé à mourir au combat à Big Bethel. Peu de temps après notre arrivée, Eliza reçut une lettre de Joe, envoyée depuis son campement près de Centreville, en Virginie. Sur le champ de bataille près de Bull Run, 20 juillet 1861. Chère Eliza, notre brigade fait une démonstration de force devant l'ennemi et les combats font rage sur notre flanc droit, à 5 ou 6 km de là. Nous voyons d'immenses masses de troupes et supposons que l'ennemi essaie de nous déborder sur la gauche. Tout indique que ce sera une terrible bataille. Avec tout mon amour, Joe. Le suspense quant à l'issue de la bataille dura jusqu'au lendemain, quand une petite note griffonnée au crayon sur un morceau de papier taché et froissé nous parvint à Washington et nous dit tout. Chère Eliza, déroute totale à Bull Run. Le 16e est sain et sauf. Nous prenons une ultime position. G.H. Après ce que Joe avait décrit comme la défaite la plus complète des forces de l'Union face à celle du Sud, une remorque courut dans tout Washington. La capitale tombera aux mains des Confédérés. Chaque matin au réveil, nous entendions les allées et venues des escadrons à pied ou à cheval, le bruit incessant de tambours dans les rues. Alors, ensuite, Maryland, Noël 1861, Anne May, page 216. 216. 216, voilà. D'accord. Alors, Gemma tira la brosse un peu plus vite et les larmes me vinrent aux yeux. Arrête immédiatement. Oui, madame. Je la chassai d'une tape de mon éventail. Zou, laisse-moi tranquille et va aider Sally à préparer le déjeuner de Noël. Je ne sais pas pourquoi tu me fais toujours parler du passé. C'est bon pour personne. La seule chose positive de Noël fut une lettre de mon frère Harry, reçue juste avant le bureau de poste fermé pour la semaine des fêtes. Je l'avais déjà ouverte avant même de remonter dans le fiacre. Ma très chère sœur, c'est avec un cœur reconnaissant que je prends la plume pour t'adresser ces quelques lignes et te communiquer que je suis toujours au royaume des vivants. Nous avons pris notre quartier à Centreville, en Virginie. Nous passons notre temps à faire des manœuvres sous le commandement expert du colonel George Stewart, et fervent et adepte de règles sanitaires strictes qui nous gardent de tous en excellente santé. Nous jouons souvent au football avant de parader à la parade du soir. Je n'ai pas encore participé au combat, bien que beaucoup d'entre nous soient encore remplis d'un orgueil colossal pour leur victoire de Manassas, Bull Run pour les nordistes. J'espère que ce moral florissant nous portera de succès en succès. Je ne crains qu'une chose, me retrouver face à Fergus, lui qui se bat pour l'Union. Mais j'ai foi en Dieu, qui nous évitera cette confrontation. J'ai fait l'acquisition d'une assurance vie pour couvrir les frais de détention et d'éviter le fardeau des préparatifs, en cas où je viendrais à périr.
Mais grâce au courage de mes camarades et à la présence du colonel Stewart à nos côtés, ce document sera peut-être inutile. Réponds-moi par retour de courrier et dis-moi comment vont les choses. Embrasse Euphemia de ma part et dis à Joseph de remettre du mastic sur le clou de la fenêtre de Sally Smith maintenant que l'hiver arrive. Ton frère qui t'aime tendrement, Harry Wilson. J'ai trouvé ce poème au camp et j'ai pensé que tu aimerais une copie. Jour de pluie au camp, anonyme. C'est une soirée triste et solitaire. Le sol gorgé d'eau détrempée ne renvoie nul écho des pas de la sentinelle dans sa ronde monotone. La bannière bleue étoilée de Dieu, ce soir n'est pas déployée. Assurément, il n'a pas déserté ce monde-là qui guerroie. Je scrute la nuit et afflue les rêves. Le vent qui souffle vers le nord apporte mon cœur à la maison. Mis à part la tension et la fenêtre de Sally Smith, c'était une lettre magnifique et je la relus au moins toutes les heures, le son de la voix de mon frère Harry résonnant dans ma tête. Le repas de Noël fut sinistre sans les hommes, avec pour seule compagnie Euphemia et Sainte Jeanne, étalées sur la table comme toujours. Elle avait beau être une bête magnifique, elle était restée menue, pas plus grande qu'un gros chaton. Mais j'avais beau la gaver de ses poissons préférés, elle compensait sa petite taille par une hostilité démesurée envers moi. Voilà, c'est le monde du Sud. Hein. Ensuite, page... donc, à bord du Daniel Webster, en juin 1862, infirmière embarquée, page 258-260. Donc ça c'est le Nord, je crois. Donc, page, on a dit 258. 258 jusqu'à 260. D'accord. Alors, chère mère, notre flotte de navires hôpitaux a fait route vers Fort Monroe. Nous sommes coupés de toute communication avec l'armée et l'élément qui nous y tient le plus à cœur, Joe. Le bruit court que le 16e avance vers un lieu appelé Guernsey Mill et j'attends un combat majeur avec le général Lee. Elisa et moi sommes à cran. Un messager à cheval vient d'annoncer que les cavaliers de Stoneman a harcelé les sudistes jusqu'à ce que nous puissions enfin lever les amarres sans risque. La chose la plus intéressante a été le mouvement des esclaves. Lorsque la fuite imminente des Yankees s'est sue, ils ont accouru de tout le comté vers le fleuve, chargés de meubles, poêles, vieux chapeaux et ballots, sans paraître anxieux ou excités. Il y avait plein de place pour eux sur le pont des navires de ravitaillement. À bord, l'un de ceux que nous avons dépassés, il n'y avait, semble-t-il, que des femmes vêtues de leurs robes les plus gaies et coiffées de turbans écarlates. Elles allaitaient paisiblement leur bébé et chantaient des cantiques alors qu'on entendait tonner les canons au loin. Le jour de leur délivrance était arrivé et elles acceptaient ce changement avec un grand calme. Votre fille aimante, Georgie. En route pour Fort Monroe, les blessés continuaient à affluer. Nous luttions et faisions de notre mieux pour soigner les terribles blessures jusqu'à ce que Christine, atteinte de la malaria, soit évacuée avec les prisonniers rapatriés au nord. Je constatais que M. Holstwaite, qui nous envoyait de l'aide, en la personne d'une jeune et jolie novice des Sœurs de la Charité. Mademoiselle Walsey. Je me retournai et vis dans l'encadrement de la porte une novice, à peine une jeune fille, les yeux bruns brillants. Je suis sœur Marguerite, je suis venue avec 2 autres sœurs qui sont déjà reparties, car il n'y a pas de chapelle à bord. Mais moi, je suis décidé à rester si vous voulez de moi. Et comment, ma sœur, lui dis-je, en lui prenant la main. Désolé qu'il n'y ait pas de lieu de prière sur ce navire. Ce service tout entier sera ma chapelle, m'assura-t-elle en souriant. Cet après-midi-là, nous eûmes le pire cas à traiter, ainsi que 6 décès
et 3 amputations aux côtés du docteur Rogers, qui nous battait froid depuis mes commentaires sur son travail. Pour sœur Marguerite, ce fut le baptême du feu. Elle prit en charge le linge et s'avéra être un atout charmant d'une volonté d'acier. Nous cherchions constamment des visages connus, issus du régiment de Joe, tout en redoutant de voir des membres du 16e. Nous voulions aussi des nouvelles du front. Nous finîmes par en trouver un, le porte-étendard, allongé sur un lit. Il était si jeune et tellement maigre qu'on pouvait lui compter toutes les côtes, le pauvre. Il avait été blessé par balle à l'œil, et cela lui faisait un trou béant au visage qu'il fallait panser toutes les heures. C'était un miracle qu'il soit en vie. Devenu notre chouchou, nous lui donnions en douce plus de friandises et de lait. Vous nous avez fait faire notre drapeau, dit-il à Elisa, qui lui tenait la main. Il a été sacrément endommagé ces derniers jours. Vous l'avez porté avec bravoure, je suis certaine, le rassura-t-elle, tout en lui repoussant les cheveux sur le front. Comment va le colonel Holland demandai-je. Le colonel s'est battu avec un si grand courage. Il chevauchait à la tête de ses hommes. Il est resté en selle jusqu'à ce que le garçon nous regardât à tour de rôle. Je ne peux pas continuer, madame. Ce n'est pas bien que vous appreniez ça de ma bouche. Je vous en prie, soldat. Eh bien, j'ai vu Holscote, son cheval, attaché à un arbre. Ils ont emmené le colonel dans l'une de ces nouvelles ambulances, le visage aussi gris que votre manteau. Ça me rend malade, mais je ne suis pas sûr qu'il en soit sorti, madame. Voilà, chaude ambiance de la guerre. Alors, ensuite, Gettysburg, Pennsylvanie, juillet 1863. Là, c'est Gemma qui s'exprime, et c'est la page, ancien esclave, hein. C'est à la page, c'était en tout cas, à la page 357, voilà, donc Gettysburg, 357. 357. Gettysburg. Nous sommes arrivés à Gettysburg vers minuit. Quand les combats de la soirée s'étaient calmés. Nos soldats marchaient au pas et au rang. Ils tiraient un gros canon noir et des masses de munitions. Des troupes de famille, de serviteurs et d'aides de couleur. Certains libres, mais pas tous, nous suivaient. La lune brillait, donc on voyait distinctement les piles de morts qui recouvraient les champs. Mais surtout, on sentait leur odeur. Rien ne se conservait par cette chaleur. Nous avancions au rythme de mon tambour. C'est une jeune femme qui est tambour, hein, bon. Mais bon, tout le monde pense que c'est un jeune garçon. Et je me disais que c'était drôlement plus facile d'être un garçon. Voilà. Comme une vache dans un troupeau. Je me fondais dans la troupe, dans le groupe. Personne ne me regardait de travers si j'avais envie de cracher. Jeter une pierre, ou m'asseoir sur les jambes écartées. Il fallait que j'aille au petit coin, en douce et dans les bois. Mais dans l'ensemble, tous ces soldats m'ignoraient, juste comme ça me plaisait. J'atténuais mes roulements de tambour à l'approche du camp, une petite ville de tentes blanches, quelques feux allumés. Alors lui, l'historien nous dit qu'il n'y avait pas de troupe du tout de couleur à Gettysburg. Hein. Mais bon, là c'est juste un tambour. C'est la licence poétique. T'as appris drôlement vite, remarqua Raymond, venu marcher à mes côtés. Ça sent le bacon, nous dit Sally Smith en nous rejoignant. J'espère qu'ils ont des œufs. À proximité d'une tente, le colonel donna l'ordre de nous arrêter. Et je cessai de battre mon tambour. Je m'assis dans l'herbe à côté de Sally et Raymond. J'avais les pieds couverts d'ampoules douloureuses. Les tentes blanches luisaient au clair de lune. Il y avait une bonne odeur de tabac et de café.
Je venais juste de poser mon tambour quand une espèce de géante à la peau de la même couleur que la mienne, les cheveux enveloppés dans un sac de sucre, fonça hors d'une tente, rejetant le rabat de son bras puissant. « Ne vous installez pas ici !» Elle indiqua d'un geste un monticule au loin. « Filez là-bas, à la colline du cimetière. »« Eh bien, dit Raymond, en se levant. Ça ne me promet rien de bon. Vous avez quelque chose à manger ? Ouais, mais il faudra faire vite, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier en toile grossière. Et qui êtes-vous pour oser donner des ordres aux soldats de l'armée américaine comme ça ? Meg Palm. J'habite là-bas, derrière la vieille fête foraine. Au début, j'ai cru que vous étiez ici pour me mettre la main dessus et m'emmener dans le sud. Vous n'êtes pas libre ? Demanda Raymond en massant sa jambe douloureuse. Si, j'ai les papiers qui le prouvent. Mais il faut quand même faire attention. Les gens veulent plus que jamais capturer les Noirs pour les revendre à profit à Dixie. Ils ont essayé avec moi. Comment ils vous ont attrapé? Ils m'ont attaché les mains devant, mais même ligoté, je me suis battu comme une furie. J'ai foutu un coup de botte où tu penses à un type et j'ai mordu le pouce d'un autre, si fort qu'il s'est presque détaché. Ensuite, ce vieil estropié de John Carson est venu à mon secours. Il les a roués de coups avec sa béquille et m'a détaché. C'est là que je suis rentré chez moi chercher mon meilleur ami, conclut-elle en nous montrant son fusil. Je suis ici pour aider en cuisine, dit Sally. Tu t'y connais? Quand le major Ellis a goûté son pain à la cuillère, il a dit qu'il l'épouserait s'il n'avait pas déjà une femme, dit Raymond, en se levant pour épousseter son pantalon. Voilà, bon. Un épisode romanesque, dit Gettysburg. Alors, un nouveau Gettysburg en juillet 63, donc à peu près à la même date, Madame Wolsey. Donc ça c'est page 409. 409. Et ça s'arrête à la 400. D'accord. Cette nuit-là, les gros canons se turent et les combats cessèrent à Gettysburg. Le général Lee fuit en Virginie et laissa un tiers de ses hommes morts ou blessés entre nos mains. L'armée américaine avait remporté la bataille, mais on pouvait difficilement parler de victoire. 7000 soldats de l'Union confédérée gisaient morts sur les champs, et le travail épouvantable de les enterrer commença le lendemain. Tous les bâtiments de la petite ville et de ses environs abritaient les blessés, et nos tentes étaient pleines à craquer d'hommes en proie aux pires souffrances inimaginables. Beaucoup hurlaient de douleur, même après avoir pris de fortes doses d'opium, et nous imploraient de les soulager alors que nous étions impuissants. Ce matin-là, je profitais d'une courte pause pour décrocher les jumelles en cuivre de la tente et observer le champ de bataille jonché de corps. Certains vêtus du bleu de l'Union, d'autres du butternut ou du gris de la Confédération. Je les braquais sur l'infirmerie de campagne installée sur un arbre où des brancardiers amenaient les blessés sur les civières et les médecins administraient les remèdes stockés dans un petit chariot ouvert à l'arrière, plein de tiroirs et d'étagères remplies de médicaments. Une ambulance attendait tout près, le cheval grattant l'air de son sabot. Je réglais les jumelles pour regarder plus loin les habitants de la ville qui disposaient des cadavres le long des routes pour les enterrer. Puis-je te lire la lettre que j'ai écrite au père de Henry Rauch, me demanda mère qui m'avait rejointe. Bien sûr. Cher monsieur, je m'adresse à vous à cette heure, craignant que vous n'ayez pas encore reçu de message quant aux dernières heures de notre fils Henry, lieutenant dans le 14e régiment des volontaires de la Caroline du Sud. Nous avons eu le privilège, ma fille et moi, d'être à Gettysburg pendant cette terrible bataille qui a eu lieu début juillet,
dont l'issue a causé tant de chagrin dans notre pays entier. Parmi les centaines de malades, blessés et mourants amenés alors dans l'attente de la commission sanitaire, pour recevoir les soins et réconforts que nous pouvions leur accorder, se trouvait ce jeune lieutenant, votre fils. Il était terriblement épuisé, mais s'était si bien repris ces derniers après-midi que grâce à la nourriture et aux soins prodigués, que nous avions espéré de tout notre corps qu'il survivrait. Nous nous sommes occupés de lui sans relâche et avons fait notre possible, mais son état a empiré pendant la nuit, et le lendemain matin, il était évident qu'il se mourait. Alors que Henry gisait ainsi, mon frère est arrivé, lui aussi prisonnier et blessé. Je suis sûr que ce serait un baume pour votre cœur de savoir que, bien que votre fils soit mort entre les mains de femmes de l'Union, il n'aurait pas pu être traité avec plus d'attention et de bonté que les siens. Nous étions là en tant que membres de la commission sanitaire pour prodiguer de l'aide et du réconfort à nos soldats qui souffraient. Et quand nos ennemis avaient faim et soif, nous leur avions donné du pain à manger et de l'eau à boire, et nous les avons vêtus. Vous serez réconfortés de savoir que les restes de votre fils ont été placés dans un cercueil, qu'il était enterré avec un service religieux, et que sa tombe est marquée par une plaque où ont été inscrits son nom et son rang. Nous vous serions gré de nous communiquer que vous avez reçu cette missive. Jan Eliza Walsey. Penses-tu que cela apportera un peu de consolation au révérend Roach me demande la mère. J'acquiesçai. Quel mode de réconfort était une mère? En à peine quelques jours, elle avait amassé toute une quantité d'insignes, de casquettes, de boutons, de vestes et autres marques de gratitude pour un talent qui me faisait défaut. Sa capacité à prodiguer tant d'amour et de consolation aux mourants et aux hommes reconnaissants. Je pense que oui, mère, sans aucun doute. Combien comptez-vous en écrire? Une pour chacun des garçons présents dans cette tente et tombés au combat, qu'ils soient du nord ou du sud. Guerre fratricide, si l'on est. Alors, février, Pantlocket, Maryland, avril 1864. Sauvetage de Gemma. Alors c'est la page 644. 644. 644. C'est par la fin ça. 644. 644. Ça va de la page 644 à 46. Le colonel Draper nous raccompagna, Nathan, Frank et moi à la porte. Je suis désolé de ne pouvoir vous être plus utile. Croyez-moi, j'aimerais vous aider. Je me tournai vers elle. Gemma a été employée ici. Elle a soigné les soldats avec nous. Est-ce que ça fait une différence? Était-elle ici à titre officiel? Demanda le colonel. Eh bien non. Mais elle a combattu à Gettysburg, précisa Nathan. Le colonel s'arrêta et lui fit face. Un instant, vous avez dit qu'elle avait combattu pour l'armée américaine. Comment est-ce possible? Un régiment est passé près de Hagerstown. Ils l'ont mené avec eux, le commandant Ellis. Le 14e Connecticut. Et l'ont engagé? Oui, répondit-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Je ne comprends pas, colonel. Cela signifie qu'elle est contrebande officielle de l'armée. Donc notre propriété, expliqua Nathan, avec le sourire. Et nous avons absolument le droit de la récupérer en tant que telle. Effectivement, conclut le colonel. Nous ouvrons la porte. Je vous envoie une compagnie de fusiliers, prêts à partir. Nous approchions de Peller. Franck conduisait une calèche à 4 places qui appartenait au camp. Joshua, le frère de Nathan, menait les 20 fusiliers du 36e régiment noir. Il nous suivait à cheval avec 2 lignes parallèles.
Cela avait été un vrai plaisir d'assister aux retrouvailles des deux frères après tant d'années de séparation. Joshua ressemblait à Nathan en légèrement plus petit, les yeux noirs et la même franchise. Tandis que nous roulions dans la longue allée qui menait à la plantation, je tenais fermement la lettre signée par le colonel Draper, la cire à cacheter rouge à peine refroidie. Comme nous dépassions les dépendances, les champs de tabac et les granges où Gemma avait grandi esclave et où son père avait été assassiné, je fus submergé par une profonde tristesse. Nous fîmes halte dans une allée de gravier circulaire. Une femme de haute taille ouvrit la porte et resta sur le seuil, ramenant son châle sur ses épaules. « Que puis-je pour vous ?» ?»« Nous cherchons Gemma. Elle vient de revenir ici, n'est-ce pas? Je suis Georgiana Wolsey, et voici le capitaine Bacon. J'ai en ma possession un document qui exige sa libération. Elle n'est pas ici. Je vous mets en garde, madame. Le colonel Draper de Point Lockett l'a signé en personne. Elle s'avança, l'air inquiet. Je suis Euphemia Wilson. Gemma a été emmenée par des voyous qui ont l'intention de la maltraiter sérieusement. Ma sœur vient de partir les rejoindre. Pouvez-vous nous indiquer l'endroit demanda Nathan. La vieille ferme de Burns sur la route d'Ambrosia, dit-elle, avec un geste en direction des bois. Je connais l'endroit, s'exclama Nathan. Accompagné de son frère, des autres fusillés, il partit en trombe dans une gerbe de gravillon. Euphemia fit un nouveau pas vers nous et, pour la première fois depuis le début de notre conversation, je vis son gros ventre qu'elle était sur le point d'accoucher. Je vous accompagne. Frank l'aida à monter dans la calèche. Le capitaine Watson peut se débrouiller tout seul un moment. Nous devons aller au plus vite pour Gemma, monsieur. Je crains que ce soit déjà trop tard. Voilà, l'ambiance du coin. Alors ensuite, Bethlehem, Connecticut, juin 1864, Liberté. Alors c'est page 667. 667. Ah, 69. Alors, Nathan et moi avançâmes chacun l'un vers l'autre pour nous retrouver au milieu du sentier. « Comment es-tu arrivé ici ?»« À cheval. Je suis venu te voir. » Je devins soudain tout timide tandis que nous nous remettions à marcher. « Quels sont tes plans ?»« Je ne sais pas encore. Je suis à la taverne depuis quelques jours. Ma main blessée ne va guère mieux. Donc je ne peux pas vraiment retourner jouer ni aux soldats ni au docteur. On dirait que les gens de cette grande demeure auraient bien besoin d'un bon docteur pour ces pommiers. J'ai déjà dit à Madame Bellamy que je ne pourrais m'occuper de son domaine. Elle a proposé une paie meilleure que celle de l'armée. Nous marchions à travers les bois à présent, et les feuilles mortes craquaient sur nos pas. « Tu es content d'avoir vu ta mère? Le plus beau jour de ma vie, lui répondis-je avec un grand sourire. J'ai pris le nom du bon docteur Gardner, juste par politesse. J'ai écrit à sa veuve pour lui demander, et elle a accepté. Je pris un bâton et le traînai derrière moi dans les feuilles. J'ai pris le nom de Strong, et patience aussi. Nathan me regarda, la mine sérieuse. Gemma Strong. Cela te va bien, dit-il avec le sourire. Nous arrivâmes en vue de la maison au moment où le soleil descendait à l'horizon et où les vaches revenaient à l'étable dans un concert de meublement. Accepteras-tu de prendre mon nom, Gemma Strong? J'avançais toujours, donnant un coup de pied dans une pierre isolée. Gemma Strong Gardiner. Ça sonne bien, n'est-ce pas, monsieur Gardiner?
Je marquais une pause, des mésanges chantaient dans les prés. Je dois encore m'habituer à ne pas être juste Jim. Je me fondais peut-être du temps, il me faudra peut-être du temps pour y réfléchir. Alors que Nathan me prenait la main et me faisait passer par le portail blanc pour entrer à la taverne de l'Oiseau, j'eus un grand sourire. J'étais enfin libre. Et le monde nous appartenait. Voilà, donc un joli livre sur cette période de la guerre civile américaine. Alors je vous le disais dans le livre d'histoire, hein, il faut penser à la guerre civile américaine comme la Grande Guerre, la guerre de 14 pour nous en France. Ça a été un traumatisme, enfin des pertes humaines aussi importantes pour ce jeune État à l'époque. Donc ça les a traumatisés de manière profonde et lointaine, à tel point qu'il vient de sortir un film, La guerre civile. Donc c'est un peu une évocation au temps moderne du traumatisme qu'ils ont vécu à l'époque. Voilà, donc j'en ai fini pour la guerre de sécession. La semaine prochaine, il y aura à nouveau un épisode sur un tout autre sujet. Et voilà, donc je vous dis bonne semaine à tous et à très bientôt.